Bon, je remercie bien sûr les organisateurs de m'avoir donné cette occasion de vous entretenir d'une question qui est extrêmement importante. Il y a 2 siècles, estimant périmer l'autorité de l'Église, Auguste Comte, dans ses considérations sur le pouvoir spirituel, alors ça fait partie de ses écrits de jeunesse. Donc Auguste Comte il était sorti de l'école polytechnique, mais enfin il était encore jeune. Donc ça date à peu près de 1816-1820. Donc ça fait 2 siècles. C'est quand même intéressant. Auguste Comte, donc évidemment qui voulait une nouvelle société, qui était un réformateur important, avait compris que toute société a besoin d'une autorité spirituelle, et comme il ne voulait pas de l'autorité de l'Église, il fallait substituer une autre autorité. On ne détruit bien que ce qu'on remplace. Et quelle était l'autorité spirituelle à laquelle il allait faire appel? C'était la science. Et donc aujourd'hui, c'est la science qui a le rôle d'autorité dont la société a besoin pour fonctionner. Alors, ce recours à la science pour justifier les décisions politiques est de plus en plus manifeste. On l'a vu pour les injections sous-cutanées collectives tout récemment, on le voit encore pour les mesures anti-carbone, on le voit pour la réintroduction plus ou moins discrète de l'eugénisme. Or, il est patent que cette instrumentalisation de la science n'est rendue que possible qu'à une condition, en écartant les méthodes et les règles d'une authentique démarche scientifique. On impose donc, au nom d'un consensus scientifique qui n'existe pas, et on crée l'apparence de ce consensus par le recours à des pressions financières, administratives et même policières, qui suffiraient à prouver que la connaissance de la vérité n'est pas l'objectif visé. L'évolution fait partie de ces domaines où se confrontent depuis le départ, c'est-à-dire il y a 3 siècles, une science établie à visée idéologique et sociétale et une science libre de s'attacher aux faits, qui est la seule vraie science. Cette question qui consiste à s'intéresser aux faits ou à se détacher des faits, elle est tellement fondamentale que quand Darwin a offert son livre, donc en 1859, à son frère aîné, voilà la lettre qu'il a reçue, que je vous laisse lire, mais qui est remarquable à la fois alors c'était une lettre privée entre deux frères qui étaient très intimes, qui avaient été très intimes toute leur vie, et on voit une démarche vraiment très intéressante. C'est-à-dire que ça, c'est l'idéologie à l'état pur. Et ce comportement, vous le retrouvez dans la société actuelle à tous les niveaux. Mais c'est-à-dire que c'est les faits, on est prêt à sacrifier les faits. Or, évidemment, la science, normalement, repose sur les faits. Alors, j'ai procédé à la limite en 5 parties. On va voir justement cette question de la science et du scientisme, c'est-à-dire quelle est la différence entre l'activité scientifique normale et puis le scientisme actuel. Et puis on passera aux différents faits liés à l'évolution. Alors dans l'ordre, on parlera des fossiles, on parlera de l'anatomie, on parlera de la génétique et de la chronologie. Et vous verrez que dans ces 4 domaines, les faits incompatibles avec la théorie de l'évolution, c'est-à-dire de l'évolution progressive, il faut toujours le prendre en compte, et elle ne rencontre pas les faits dont elle a besoin pour s'affirmer en tant que théorie scientifique.
Alors, tout d'abord, science et scientisme. Il ne suffit pas qu'un discours utilise les mots savants, comme évolution, pour qu'il soit scientifique. Donc l'évolution passe pour de la science, mais il est très facile de voir que ça n'est pas le cas. Il suffit de considérer le mot et l'usage qui en est fait. Alors, prenons un exemple. Dans la science de l'électricité, on utilise les mots intensité et tension. Donc ce sont des mots de la langue courante, qui ont une multitude de sens dans la vie de tous les jours. Mais quand on est en électricité, dans la science de l'électricité, alors à ce moment-là, intensité et tension ont un sens très très précis. L'intensité, c'est les ampères, la tension, c'est les volts. Et quand on parle de volts à Paris ou à Moscou ou à Pékin, on parle de la même chose. Il y a science de l'électricité parce qu'on utilise des mots ayant un sens précis et universel. Alors le problème avec le mot évolution, c'est qu'il n'est ni précis ni universel, il a 36 sens, mais quand on creuse un peu, quand on essaye de savoir ces sens, et là on peut, vous avez par exemple un manuel scolaire sur l'évolution, mais un manuel pour l'enseignement supérieur jusqu'au CAPES, qui est un matériel assez savant, chez Duno, par Francine Bombay. Et dans ce manuel, vous avez un glossaire avec 60 mots qui sont définis, mais le mot évolution n'est pas dans le glossaire. C'est quand même paradoxal, puisque c'est un manuel d'évolution, c'est sur le titre, c'est sur la couverture du livre, mais quand on cherche dans le livre et qu'on veut savoir quelle est la définition d'évolution, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas dans le glossaire, mais alors en cherchant un petit peu à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a deux concepts qui sont utilisés, qui sont ce qu'on appelle la microévolution et la macroévolution. Alors qu'est-ce que c'est que la microévolution? Ce sont les petites variations à l'intérieur des espèces, ce sont les mutations. Donc c'est des phénomènes très connus qui ne sont mis en doute par personne, mais qui n'ont rien à voir avec la macroévolution, qui est la vraie évolution, c'est-à-dire l'apparition d'un organe nouveau dans une lignée qui en était dépourvue. Alors, un organe ou une fonction. Enfin, l'idée de l'évolution progressive, c'est que quelque chose de nouveau apparaît, et quelque chose de nouveau qui est en même temps majeur. Si vous voulez, quand dans une ligne héréditaire, vous avez un enfant à yeux bleus qui apparaît alors que ses parents n'avaient pas d'yeux bleus, eh bien on a une variation, donc on peut appeler ça une évolution. Ça n'a évidemment rien à voir avec la macroévolution, l'évolution qui, elle, a une importance étymologique importante. Alors, le problème de la macroévolution, enfin, c'est le problème de l'évolution, c'est que justement, elle n'existe pas. Mais on fait des cours d'évolution. Et vous avez deux personnages qui étaient titulaires à Harvard de la chaire de macroévolution, justement. Alors, voyez ce qu'ils disent de la macroévolution. Donc, alors, je vous laisse lire posément, parce que c'est effectivement très important. Alors, c'est dit en termes savants, mais enfin, on comprend tout ce que ça veut dire. Mais enfin, ça veut dire qu'il n'y a aucun fondement théorique. Alors, aucun fondement théorique, ça veut dire qu'on n'arrive pas à voir comment ça serait possible. Par quel procédé parce que justement, les mutations, ça ne marche pas. Et aucune donnée empirique. Alors, aucune donnée empirique, c'est des mots très savants pour dire que ça ne se constate pas. On n'a aucun constat réel d'apparition dans une lignée et d'un organe nouveau. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que vous avez un phénomène auquel
tout le monde croit, ou presque tout le monde croit, dont ceux qui sont chargés de l'enseigner reconnaissent eux-mêmes, en plus dans la revue Nature, qui est une grande revue scientifique américaine, qu'il n'y a rien. Parce que aucun fondement théorique, aucune donnée empirique, c'est rien de rien. On n'a même pas la manière d'expliquer comment ça serait possible, et en plus, on ne l'a jamais constaté. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette évolution jamais constatée, eh bien, elle est enseignée partout, et elle est crue partout. Donc là, nous sommes confrontés à un phénomène sociétal absolument majeur. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, il y a les faits et l'interprétation des faits. Alors là, évidemment, peut-être que cette image ne sera pas parlante pour les jeunes générations qui n'ont pas connu l'influence marxiste à laquelle certains d'entre nous ont été confrontés. Mais je pense que vous aurez compris, vous avez un savant qui est, mettons, un paléontologue qui tombe sur un reste dans une caverne, etc., où on voit un symbole, vous voyez, on voit la faucille et le marteau. Donc la faucille et le marteau, en fait, c'était le symbole du communisme. Et le communisme, je pense que vous savez tous quand même, était farouchement athée et anti-religieux. Et la réflexion, l'interprétation, alors ça, le fait, c'est la faucille et le marteau découverts au fond d'une grotte. Bon. Et l'interprétation du fait, eh bien, vous voyez, c'est l'idée que c'est un symbole qui prouve la religiosité évidemment des gens qui habitaient la grotte. Alors c'est une image, mais elle fait comprendre qu'on peut très bien, par l'interprétation, donner aux faits un sens qu'ils n'ont absolument pas par eux-mêmes. Et ça, ce qui fausse l'interprétation, c'est l'idéologie. Et l'idéologie, elle peut être inconsciente. Alors, qu'est-ce que le scientisme moderne? C'est justement le fait d'affirmer que la science est la seule source de vérité, mais on le fait en faussant le regard. Comment est-ce que notre regard est faussé? Eh bien, parce qu'on a projeté sur la nature le mythe du progrès. Alors, le mythe du progrès est un peu antérieur à l'évolutionnisme. Il a 3 bons siècles maintenant, certains disent même un petit peu plus. Mais enfin, l'idée, c'est que on constate des progrès technologiques dans la société, et on en déduit, si vous voulez, que le temps est une cause de progrès. C'est tout à fait paradoxal sur le plan philosophique. Le temps ne peut pas être une cause. Le temps est la mesure du mouvement. Mais le mythe du progrès, c'est de croire que, avec le temps, les choses vont s'améliorer. Elles vont devenir meilleures. Elles vont, le train à vapeur va se transformer en train électrique et on va avoir le TGV, etc. Donc alors le mythe du progrès, je pense que beaucoup de gens continuent à y croire. Si vous voulez. Et en apparence, il y a des faits qui vont dans ce sens. Mais en ce qui concerne la nature, c'est-à-dire non pas les productions humaines, mais ce qui se passe dans la nature, l'évolution, normalement, elle concerne principalement les êtres vivants. Les êtres vivants, eux, sont absolument imperméables au mythe du progrès. Ils ne savent même pas que ce mythe existe. Donc, on est devant une situation, avec l'évolutionnisme, un peu semblable à l'idéologie marxiste. C'est-à-dire que dans le marxisme, si vous voulez, on commence par affirmer qu'il y a un déterminisme historique et que le remplacement de la classe bourgeoise par la classe prolétarienne est déterminé, va se produire quoi qu'il arrive, puisque c'est une loi de l'histoire. Et puis, dans un deuxième temps, on dit qu'il faut faire tous les efforts possibles pour que ça arrive et il faut faire la révolution.
Donc c'est paradoxal. Et pour l'évolution, c'est un petit peu pareil. On dit que c'est une loi de la nature, c'est qu'on a projeté sur la nature la loi, le mythe du progrès, c'est une loi de la nature, et en même temps, il faut interpréter les faits pour faire apparaître effectivement la réalité de cette évolution. Alors, si vous voulez, la loi la mieux établie de toute la science, c'est le second principe de la thermodynamique. C'est la loi sur laquelle un corps chaud se refroidit, les pierres tombent, et ça ne se produit à sens unique. Ça ne se produit jamais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une tasse de café qui se réchauffe en restant à l'air libre. Et les pierres, enfin, si on voit une pierre aller de bas en haut, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas la loi naturelle de la pierre. Donc on pourrait dire que le second principe de la thermodynamique est la loi d'impossibilité de l'évolution. C'est-à-dire l'impossibilité de l'évolution progressive. C'est-à-dire que les transformations positives dans la nature, elles ne peuvent se produire que s'il y a eu une action spécifique pour les permettre. Ça ne peut pas être une loi naturelle des choses. Donc, nous allons justement maintenant passer aux applications, aux faits, justement. On va voir ces faits et, dans un premier temps, les fossiles. Alors, pourquoi les fossiles? Je crois que dans l'esprit de nos contemporains, la preuve de l'évolution, c'est les fossiles. C'est ce à quoi on pense en premier si on voit Alors, vous avez là un paradoxe, parce que pensait Darwin des fossiles? Ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour Darwin, les fossiles, c'était l'objection majeure, la plus obvie que l'on pouvait faire à sa théorie. Donc c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce qui passe pour une preuve de l'évolution, pour l'homme de la rue, était pour Darwin l'objection majeure. Pourquoi? Alors, évidemment, pourquoi est-ce que l'homme de la rue croit que les fossiles prouvent l'évolution? C'est parce qu'il fait le raisonnement suivant. On a des animaux qui vivaient il y a un certain temps, qui ne vivent plus aujourd'hui, donc il y a des espèces disparues, et eh bien, c'est la preuve que ces animaux ont été remplacés par les animaux qui vivent aujourd'hui. Donc, ils se sont transformés et ils sont devenus ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est seulement... Ça suppose que les espèces se transforment. C'est-à-dire, ça suppose justement que le principe transformiste, qui est le principe de l'évolution, que les choses se transforment et se transforment en s'améliorant, ça suppose que ce principe soit vrai. Et si ce principe est vrai, il y a eu ce qu'on appelle des êtres intermédiaires. C'est-à-dire qu'entre mettons, à supposer que le singe soit l'ancêtre de l'homme, il faut trouver des intermédiaires entre le singe et l'homme. Enfin, et d'une manière générale, si on dit que le dinosaure est l'ancêtre des oiseaux, hein, ce que prétendent d'ailleurs un certain nombre de paléontologistes, il faut trouver des êtres intermédiaires entre le dinosaure et l'oiseau. Alors, le problème des intermédiaires, c'est que pour Darwin, il ne devrait y exister que des intermédiaires. C'est-à-dire que pour Darwin, les espèces n'existent pas. Alors ça, c'est un point absolument fondamental. Alors vous savez, les espèces, c'est les mots que l'on donne sur les animaux qu'on voit passer. Donc vous voyez une forme dans la rue, vous dites ça c'est un chat ou ça c'est un chien. Donc on a nous des notions d'espèces qui correspondent d'ailleurs au langage courant. On désigne les animaux par des noms communs et les zoologistes, évidemment, eux, ont pris ça d'une manière plus savante et parlent d'espèces. Mais pour Darwin, les espèces sont juste des projections. C'est nous qui projetons des noms
sur les animaux, mais en réalité, il n'existe pas, les espèces n'existent pas, il n'existe que des individus. Autrement dit, le chat que l'on voit traverser la rue, en réalité, ce n'est pas un chat. C'est un individu qui est en transit entre une forme ancestrale inconnue et une forme future indéterminée. Ça, c'est la vision darwinienne de l'évolution. Et il n'y a pas d'espèce, il n'y a que des individus qui se transforment. Et qui se transforment en progressant, bien sûr. Alors, à partir de ça, les fossiles sont des êtres en cours de transformation. Donc, à la limite, le registre fossile devrait être plein d'éléments de transition. Et c'est le contraire. Le registre fossile, il est aussi pertinent en matière d'espèces que les animaux vivants. Les animaux vivants, les zoologistes savent parfaitement les classer en famille, genre, espèces, etc. Enfin, c'est même l'apprentissage qu'ils font. Et pour les fossiles, c'est pareil. On donne des noms aux fossiles, il y a des catégories, et d'une certaine façon, le registre fossile actuel est représentatif de 80-90%, enfin de toutes les catégories vivantes d'êtres vivants. Donc, il y a un problème d'interprétation. Si vous voulez, il y a les faits, c'est les fossiles, et puis l'interprétation des faits. Alors, il y a l'interprétation darwinienne, mais selon laquelle il ne devrait y avoir que des intermédiaires, et puis en fait, on ne les trouve pas. Alors, comme on s'est un peu fatigué de les chercher, on parle des chaînons manquants. Donc, il y a une chaîne qui relie toutes ces espèces en transformation, et puis eh bien, les intermédiaires entre les espèces fossiles, ils manquent, donc c'est les chaînons manquants. En fait, ils ne manquent pas du tout, ils manquent pour la théorie. Mais si on a une approche scientifique, on se cale sur les faits, et les faits nous montrent qu'il y a des espèces fossiles, qu'il n'y a pas d'espèces intermédiaires, et donc on interprète le registre fossile autrement que Darwin. Alors là, il y a de nouveau une question d'interprétation. Alors vous avez à l'écran le fossile, un poisson fossile, mais qui a une particularité. Le gros poisson mange un petit poisson. Et ça nous amène à la question suivante. Comment un être vivant devient-il fossile? Qu'est-ce que la fossilisation? Alors, ce qu'on explique dans les manuels, c'est que l'ancien fossile, et donc qui est constitué de matériaux organiques, est transformé en matériaux minéraux, parce qu'il est pris dans des sédiments, et petit à petit, il se décompose, et donc ces molécules sont remplacées par des molécules minérales tirées de l'environnement. Donc, le fossile, c'est du minéral, et l'être vivant, c'est de l'organique. Et donc, il y a eu, avec le temps, transformation de l'un par l'autre. Le problème, c'est que pour qu'un animal fossilise, il faut des circonstances très particulières. Si vous voulez, un lièvre qui meurt dans les champs, il ne va pas fossiliser. Il y a un certain nombre de prédateurs qui vont se précipiter, et au bout d'un certain temps, alors les os en dernier, évidemment, tout va disparaître. Rien ne va se minéraliser. Donc la fossilisation n'est pas la manière dont meurent la plupart des animaux. Et alors le paradoxe est le suivant, c'est que pour les évolutionnistes, les fossiles nous donnent une sorte de photo de la vie il y a très longtemps. Donc on voit les animaux qui vivaient il y a très longtemps. Autrement dit, c'est une photographie de la vie. Et on peut aussi interpréter les fossiles, justement, parce qu'ils ont fossilisé, parce que ces animaux qui avaient été vivants fossilisés, comme une photographie de la manière dont ils sont morts. Et comment sont-ils morts? Ils sont morts suite à un enfouissement rapide dans des matériaux. Alors ça peut être
une coulée de boue, ça peut être une éruption organique, une éruption volcanique, etc. Mais il n'y a fossilisation que s'il y a eu événement cataclysmique. Alors, ça c'est un point sur lequel il y avait deux interprétations parmi les géologues dans le passé. Donc, l'interprétation classique, c'était de dire le déluge ou les déluges, justement, sont les moments où de grandes masses de sédiments se promènent et peuvent enfouir rapidement un certain nombre d'animaux, et c'est pour ça qu'on a des fossiles. Alors, cette interprétation, elle était défendue entre autres par Cuvier. Alors, vous avez... oui. Elle n'a jamais été réfutée, mais petit à petit, on ne l'enseigne plus. On n'enseigne plus, et donc on reste sur le fait que on croit que les fossiles donnent une idée de la vie jadis. En fait, la disparition d'espèces, c'est quelque chose qui se produit tous les jours. Enfin, d'ailleurs, les écologistes rappellent très souvent qu'il y a des espèces en voie de disparition. Quand une espèce n'a plus qu'une quarantaine d'individus, eh bien, inévitablement, elle va disparaître. Donc, ma conclusion sur les fossiles, ce qu'il faut retenir, c'est que les fossiles était pour Darwin l'objection majeure contre sa théorie, et ça demeure aujourd'hui une objection majeure. C'est parce que l'évolution n'est crédible que si elle est graduelle, si elle s'est faite petit à petit, et le registre fossile ne donne absolument aucune trace de l'évolution graduelle. Aucun chaînon manquant. Alors, à l'époque de Darwin avait dit c'est parce qu'on n'a pas assez creusé. Bon, maintenant, ça fait un siècle et demi qu'on creuse, avec des outils plus perfectionnés que ne faisait Darwin, et on ne les a toujours pas trouvés. Donc, il faut faire une croix dessus. Alors, nous allons passer maintenant à une autre catégorie de faits qui concerne l'anatomie. Alors, pour les évolutionnistes, si vous voulez, dès que deux êtres se ressemblent, c'est la preuve qu'il y a un lien de descendance entre eux. Autrement dit, la ressemblance prouve la descendance. Et en réalité, c'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire, tel père, tel fils, c'est-à-dire que la descendance amène une ressemblance. Mais la ressemblance n'est pas la preuve d'une descendance. Alors là, c'est très intéressant parce que la ressemblance, pour Darwin, c'était le meilleur argument pour sa théorie. Vous voyez, alors, vous voyez comment il implique cette ressemblance, c'est-à-dire qu'on voit apparaître, par exemple, là, ce qu'on appelle le schéma pentadactyle. Pentadactyle, ça veut dire 5 doigts. Alors, on retrouve comme ça 5 doigts ou 5 éléments dans un très grand nombre d'organes différents. Et ça, c'est un fait, absolument. Et la question de savoir comment on va interpréter ce fait. Et donc, Darwin, lui, on appelle ça l'homologie. Donc, le mot homologie est très très fréquent. Mais le mot homologie, tel qu'il est utilisé aujourd'hui par les paléontologistes, c'est toujours dans un sens darwinien comme l'indication d'une descendance ou d'une... Alors, évidemment, comme les espèces fossiles ne se reproduisent plus, évidemment, on ne peut pas savoir ce qu'il y en est. Donc, en général, on dit c'est parce qu'il y a un ancêtre commun. Autrement dit, on voit deux espèces différentes, elles se ressemblent, donc il faut un ancêtre commun. Donc ça, c'est l'interprétation évolutionniste. Ce qu'il faut... c'est pour ça d'ailleurs que Darwin avait conclu que l'homme descendait du singe, parce que le singe est l'animal qu'on peut considérer comme ressemblant le plus à l'homme. Alors,
en fait, les différences sont aussi très importantes. Et ça, c'est le problème majeur, c'est que jamais les évolutionnistes ne s'intéressent aux différences. Alors c'est ça qui devrait focaliser leur attention. Comment se fait-il que dans cette descendance, il y ait des différences qui apparaissent, hein, cette bonne question, elle est complètement mise de côté. Et pourquoi est-elle mise de côté? C'est parce que pour Darwin, l'évolution se fait au hasard. Hein, c'est le hasard qui est le mode de fonctionnement du monde vivant. C'est-à-dire que l'animal qui se perfectionne, c'est pas lui qui se perfectionne, il ne décide pas de se perfectionner, hein, mais il acquiert d'une manière ou d'une autre un élément différent qui lui donne une supériorité, et la sélection naturelle va faire que c'est cette variété-là qui s'impose dans l'espèce. Donc, c'est une interprétation sans l'idée d'une finalité. Maintenant, quand on regarde les objets autour de nous, on se rend compte qu'on peut très bien interpréter les ressemblances autrement que comme des descendances. Et c'est même ce qu'on fait le plus souvent. Un exemple très précis, vous avez dans les imprimantes des roues. Est-ce que c'est la preuve que l'imprimante descend de la bicyclette? Non. C'est tout simplement la preuve que l'imprimante a été conçue par quelqu'un d'intelligent, que la fonction pour laquelle on utilise des roues est présente dans l'imprimante. Entre autres, c'est pour le guidage du papier, principalement. Et donc, on ne réinvente pas la roue, on la réutilise chaque fois qu'on a besoin de cette fonction. Autrement dit, ce que Darwin et les évolutionnistes interprètent par l'homologie, on peut très bien l'interpréter comme la preuve qu'il y a eu une intelligence qui concevait les organes des animaux en fonction d'une finalité précise. Et donc, quand on veut... la finalité, c'est la préhension, eh bien, on a le schéma pentadactyle. Et vous savez que quand un enfant naît avec 6 doigts, alors ça existe, hein, c'est plus fréquent dans certains pays que dans d'autres. Quand c'est possible, on opère le 6e doigt, on le retire. Parce qu'en réalité, le 6e doigt n'est pas du tout un avantage. Il encombre. On n'en fait pas plus. Mais par contre, il est encombrant. Donc, c'est intéressant, parce que le 6e doigt n'est pas un organe nouveau, c'est un organe supplémentaire. Donc ça n'a rien à voir. L'apparition du mouton à 5 pattes, par exemple, ou du trèfle à 4 feuilles, n'a strictement rien à voir avec l'évolution. C'est un organe supplémentaire. Bon, c'est une mutation malheureuse qui s'est produite, mais ça n'est pas de l'évolution. Donc, si vous voulez, dans la vision traditionnelle du monde, l'existence d'un organe commun prouve qu'il y a une fonction commune pour laquelle, évidemment, on va utiliser l'organe adapté. Si vous voulez, par exemple, les reptiles et les mammifères ont en commun un système respiratoire. Ça ne veut pas dire que les mammifères descendent des reptiles ou que les reptiles descendent des mammifères. C'est tout simplement parce que le créateur était un créateur intelligent et il a utilisé le système respiratoire pour la fonction de respiration que ces deux animaux ont. Mais vous avez par exemple les oiseaux, ils ont aussi un système respiratoire, mais les oiseaux sont dans des conditions de vie tout à fait différentes des autres, parce qu'ils ont un tout petit cœur, mais qui doit battre très très vite, parce qu'il y a une dépense d'énergie considérable dans le vol de l'oiseau. Donc il faut à la fois un petit cœur qui bat très vite et une oxygénation très rapide.
Or, dans notre système respiratoire à nous, si vous voulez, on inspire, on expire, donc à la limite, on inspire qu'à mi-temps. Donc on a une fonctionnalité ralentie, alors que l'oiseau, qui lui a des besoins considérables, il a un système respiratoire tout à fait étonnant, qui est que l'air circule à sens unique, grâce à des poches qui accumulent l'air. Bon, je ne vais pas donner de détails, mais donc ils sont en inspiration permanente. Donc ça, c'est aussi une preuve de l'intelligence du créateur, c'est-à-dire qui donne aux oiseaux un système respiratoire, mais adapté au vol. Alors, on arrive maintenant à ce qu'on appelle les organes vestigiaux, qui ont été aussi proposés comme une preuve de l'évolution. Alors, dans les années, bon, c'est plutôt début du XXe siècle, si vous voulez, l'anatomie a fait des progrès importants, et on a découvert un certain nombre d'organes dans le corps humain. Alors, Wiedersheim listait à l'époque, en 1931, 180 organes dits vestigiaux. Alors pourquoi vestigiaux ? Parce que justement, comme ces organes n'avaient pas de fonction, enfin, ou du moins on croyait qu'ils n'avaient pas de fonction, on a dit ils sont là parce qu'ils viennent des ancêtres. Vous voulez, c'est un reliquat laissé par les ancêtres, mais comme ils n'ont plus de fonction, on va les appeler organes vestigiaux. On dit organes vestigiaux, organes désuets. Alors en réalité, c'était des organes dont on ne connaissait pas la fonction. Autrement dit, l'interprétation des organes vestigiaux en tant que vestigiaux résultait de notre ignorance. Donc c'était de l'interprétation, et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'ils avaient des fonctions. Alors le plus célèbre, c'est l'appendice. Vous savez que l'appendicite, l'opération de l'appendice, donc pendant des dizaines d'années, on a opéré des millions et des millions d'enfants de l'appendice, soi-disant pour prévenir une éventuelle appendicite, mais en réalité, on les privait d'un organe dont la fonction est très réelle. Alors, l'appendice a des fonctions dans le système lymphatique et dans le système immunitaire, et en particulier, il abrite des bactéries qui permettent de repeupler l'intestin si, par exemple, suite à une dysenterie, l'intestin est vidé de ces bactéries. Donc, c'est un cas très intéressant parce que ça montre à quel point l'évolutionnisme est un handicap pour la science. Parce qu'on a faussé complètement l'interprétation des organes, on a cru qu'ils ne servaient à rien parce qu'on ne savait pas à quoi ils servaient. Parce qu'évidemment, à l'époque, l'immunologie était très défaillante par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, on pourrait aussi parler de l'ADN poubelle, qui est du même genre, mais ce qui est important, c'est de bien voir que la croyance au hasard, comme l'était chez Darwin, n'est pas du tout une incitation à la recherche. C'est au contraire, quand on sait que les choses résultent d'une intelligence, qu'on est incité à la recherche. Alors si vous voulez, c'est Platon qui dit la science commence par l'étonnement et se poursuit par l'admiration. Et vous avez une citation de Réaumur, là, très intéressante. Alors Réaumur, c'est un personnage, c'est l'inventeur du thermomètre à alcool, c'est l'inventeur en lui, c'est en France le premier qui fait de l'acier. Donc il était à la fois chimiste et entomologiste, et c'était un spécialiste des insectes. Et là, évidemment, comme spécialiste d'insectes, il était rempli d'admiration devant les insectes. Et d'où cette phrase très intéressante, c'est les insectes que le vulgaire méprise, en fait, sont admirables, sont même plus admirables que les... Alors je ne m'engagerai pas pour dire que les insectes sont plus admirables que les mammifères, etc. Mais ça montre bien, si vous voulez, la passion de Réaumur pour les insectes, alors que les gens croyaient que c'était des bestioles absolument négligeables, surtout qu'elles sont petites, etc. Donc, si vous voulez, l'attitude de Réaumur, c'est exactement le contraire de l'attitude
commune des évolutionnistes, qui n'admirent plus rien, il n'y a rien à admirer, c'est le hasard. Alors que quand on sait que les êtres vivants, évidemment, résultent d'une création intelligente, là on sait, non seulement on peut admirer, mais on sait qui admirer et qui remercier. D'ailleurs, à ce sujet, justement, le préfacier de ce livre, Pierre Abichong, donc, qui était professeur d'anatomie, ancien doyen de la faculté de médecine de Montpellier, est devenu anti-évolutionniste parce que c'était un spécialiste des prothèses. Et quand il s'est rendu compte de la quantité de matière grise qu'il y a derrière une prothèse, même qui paraît très très simple, on remplace un petit os par du plastique, bon, mais en fait, il y a un très très grand nombre de problèmes qui se posent, qu'il faut résoudre, il y a des ingénieurs qui travaillent, enfin c'est... Donc, quand il a vu la quantité de matière grise qu'il y avait derrière n'importe quelle prothèse, il s'est dit, mais... Et quand on compare la prothèse avec l'organe qu'elle essaye de remplacer, on se dit, ben, il y a ce qu'il appelle, il y a un constructeur. Les organes du corps humain résultent d'une construction intelligente, et il est devenu anti-évolutionniste. Ce qu'il faut signaler, parce que dans l'université française, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on va maintenant passer à la génétique. Alors, la génétique, c'est une science aujourd'hui très très développée, mais qui n'existait pas à l'époque de Lamarck et de Darwin. Et donc, il faut quand même, il ne faut pas en vouloir, si vous voulez, à Lamarck et à Darwin, parce que d'une certaine façon, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Parce que ce dont ils parlaient, c'est une question de transmission héréditaire, de transmission à l'intérieur d'une lignée héréditaire. Donc, la science de cette transmission a un nom, c'est la génétique. Mais elle n'existait pas. Hein. Alors, le problème, c'est que pour que l'évolution soit vraie, il faut qu'il y ait des caractères nouveaux qui apparaissent et qui n'existaient pas chez les descendants. Alors, c'est très amusant parce qu'on parle en général de reproduction, les animaux reproducteurs dans un cheptel, etc. Mais la reproduction, c'est la production de ce qu'il y avait avant. Donc la reproduction, c'est le contraire de l'évolution. Donc l'évolutionniste est quelqu'un qui affirme que, bien sûr, en général, il y a reproduction, mais de temps en temps, bien, il y a autre chose. Et autre chose, c'est l'apparition d'un organe nouveau. Alors, ça, c'était fait dans une optique typiquement matérialiste, parce qu'à partir du moment où on croit à la création par un Dieu intelligent, ce genre de questions ne se pose absolument pas. Mais Darwin était rigoureusement matérialiste. Alors ça, on ne pouvait pas le savoir à l'époque. On ne le sait que depuis les années 70, et vous allez avoir au tableau, justement, une citation de Darwin, voilà. Alors, qui a été publié par Gould. Alors, Gould, c'est un paléontologue américain, qui était marxiste, d'ailleurs, donc matérialiste, et qui a publié les carnets intimes de Darwin. Alors, vous avez ce carnet pour éviter de dire jusqu'à quel point je crois au matérialisme. Alors, c'est important, parce que vous avez plein de gens qui disent Darwin était un agnostique. Et effectivement, le mot agnosticisme a été inventé pour Darwin, parce que c'était la manière dont il pouvait cacher le fait qu'il ne croyait pas du tout à l'existence de Dieu. Mais dans la société victorienne de l'Angleterre, à la fin du XIXe siècle, se déclarer athée, c'était se mettre à la porte de toute la bonne société anglaise, de tous les clubs, etc. Donc, l'agnosticisme était une solution tactique, finalement, pour cacher le matérialisme de Darwin. Et donc, mais il était vraiment matérialiste, et ce qui est intéressant dans ce carnet, c'est qu'il l'affirme, et c'est avec des termes qui sont presque risibles, si vous voulez, parce que quand il dit
que le cerveau de l'enfant ressemble à celui des parents. Alors c'est toujours la même chose, on confond la ressemblance et la descendance, hein. Mais ça ne prouve absolument rien, si vous voulez. Et puis d'autre part, l'hérédité des caractères psychologiques ou autres n'a rien à voir avec l'hérédité au sens de la génétique, qui est l'hérédité des caractères corporels. Et puis, évidemment, Darwin se lance en philosophie. Vous voyez, il dit, Platon dit que le Phédon, on parle des idées imaginaires. Donc, effectivement, pour Platon, les idées sont les formes qui expliquent la réalité des êtres. Donc, évidemment, pour Darwin, il n'y a pas d'idée préexistante. Hein, donc, il dit lire singe pour préexistence. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Mais c'est quand même intéressant, c'est pour montrer à quel point l'évolutionnisme empêche le fonctionnement normal de l'intelligence. Parce que si quelqu'un se présentait avec ça pour une copie du bac, normalement, il n'aurait pas une bonne note. Mais c'est Darwin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la question de la réalité objective des espèces, elle est aujourd'hui tranchée. Hein. Donc j'ai expliqué que le darwinisme est les espèces n'existent pas, il n'y a que des individus qui se transforment, mais il y a eu, si vous voulez, en 2014, la publication de ce qu'on appelle une méta-analyse. Alors ça a été fait par deux généticiens. Alors il y a un Suisse, Thaler, et puis un Américain, qui, dans une revue qui s'appelle Human Evolution, donc ont publié vraiment un article de synthèse sur une petite séquence de l'ADN mitochondrial qu'on appelle la cytochrome oxydase. Alors c'est une séquence pas trop longue, je crois qu'il y a 600 ampères de base, donc qui est facile à analyser, et c'est ce dont on se sert, en particulier la répression des fraudes, pour prouver qu'un pâté d'alouette, en fait, est du pâté de cheval. On va chercher la cytochrome oxydase, et puis on voit si c'est du cheval de l'alouette. Donc c'est une analyse qui est facile à faire, et la méta-analyse de Stokes et Thaler porte sur 5 millions de cas analysés et sur à peu près 4000 espèces différentes. Donc c'est un travail gigantesque. Ils ont travaillé pendant des années pour produire cet article. Et la conséquence de cet article, c'est que les variations individuelles au sein de l'espèce, elles sont au maximum elles sont de l'ordre de 0,5%. Donc c'est quelques pourcents, disons 1%. Et les variations entre espèces, elles sont en général au moins de 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun recouvrement entre la variabilité entre individus et les différences entre espèces. Autrement dit, la variabilité des individus n'est en aucune façon un élément explicatif de l'apparition d'espèces différentes. Donc ça c'est une conclusion absolument majeure. Alors, je vais là, vous avez au tableau un schéma. Alors pourquoi est-ce contraire à l'évolution? Alors, vous avez la différence. Alors, vous avez un certain nombre d'animaux sur la droite. Hein, et puis, on mesure la différence par rapport à la carpe. Alors, normalement, ces animaux, si on croit à l'arbre de la vie, vous savez, l'arbre de la vie qui était inventé par Darwin, hein, c'est la manière dont petit à petit sont apparus les reptiles, les mammifères, etc., mais toujours à partir d'un ancêtre commun. Donc, les catégories qui sont sur la droite sont des catégories très très différentes, placées à des endroits très différents de l'arbre de la vie. Donc, les différences par rapport à la carpe devraient
être très grande et très variable, alors que c'est le contraire. Tout le monde, la différence par rapport à la carte est pratiquement la même pour tout le monde. Donc c'est un résultat comme ça détruit l'arbre de la vie qui est dans tous les manuels scolaires. Suivant. Voilà. Bon, alors là, bon, c'est un peu plus compliqué à interpréter, mais je vous projette. Alors, ceux que ça intéresse vraiment, j'ai dû amener 3 exemplaires du numéro 84 de la revue Le CEP, dans lequel on détaille un petit peu d'une part ce qu'affirme Stockler et Thaler et l'interprétation qu'on peut en donner. Enfin, grosso modo, on a 3 catégories d'animaux. Si vous avez en haut les oiseaux, au milieu le poisson et en bas les papillons. Et vous avez le nombre, le nombre d'espèces. Alors ça, c'est l'espèce d'histogramme. Donc on voit le nombre d'espèces qui ont la différence qui est en abscisse. Vous voulez, donc, alors vous voyez qu'entre 0 et 1% de différence, on a pratiquement 95 ou plus % des espèces qui sont concernées. Et puis, si on dépasse 2% de différence, là, il n'y a pratiquement plus personne. Donc ça veut dire que les variations à l'intérieur de l'espèce sont très faibles en pourcentage. Alors qu'est-ce que c'est que ces variations? C'est parce que quand on compare 2 séquences, on compte les endroits où la séquence n'est pas la même sur l'un et sur l'autre, et puis on fait l'addition et ça donne un pourcentage. Alors là, c'est évidemment un schéma un peu plus complexe, mais vous avez, en séparé, vous avez plusieurs catégories d'animaux en haut, vous voyez les chordés, arthropodes, les mollusques, les echinodermes, etc. Mais ce qui compte, c'est tout en bas. Tout en bas, vous voyez, pour chaque catégorie, vous avez alors il y a deux signaux, vous avez les différences entre individus, c'est-à-dire les différences à l'intérieur de l'espèce, et puis avec une petite barre un peu plus haut, vous avez des petits points qui notent les différences entre espèces. Alors il y a une petite barre parce que d'une espèce à l'autre, évidemment, c'est pas le même montant. Le gros point, c'est la moyenne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas recouvrement. Donc on voit bien la ligne du dessus qui concerne les différences entre espèces et il n'y a pas de recouvrement avec les différences entre individus. Donc ça, c'était vraiment un résultat important parce que ça, c'est des faits de génétique et ce n'est pas un fait quelconque. Les 5 millions de séquençages ont été incorporés dans cette méta-analyse. Donc la génétique, elle dit non à l'évolution. La génétique demanderait que les variations entre individus soient importantes. Sinon, on ne va jamais passer d'une espèce à une autre. Et on arrive maintenant au dernier point, la chronologie. Alors, la chronologie, c'est fondamental parce que on ne peut croire à l'évolution progressive que si ça a duré longtemps. Toutes les petites... c'est la girafe de Lamarck dont le cou s'allonge pour brouter les feuilles des arbres de plus en plus haut. C'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que les girafes, c'est des animaux qui ont un long cou, et ils ont toujours un long cou, et le cou ne s'allonge pas. Mais la chose le raisonnement est le suivant. À notre échelle de temps, évidemment, on ne voit rien, parce que notre échelle de temps est infime par rapport aux millions d'années dans lesquelles le processus s'est déroulé. Donc nous, on ne voit rien, mais ça a existé parce que ça a duré longtemps.
Et Darwin lui-même dit d'ailleurs dans son livre, si vous ne croyez pas aux chronologies de la géologie, il est inutile d'ouvrir mon livre. Hein, vous ne pourrez pas le croire. Alors, le problème était déjà bien analysé par Cuvier. Alors, Cuvier, c'est comme Réaumur, c'est un personnage considérable. Donc, ça date de 1812. Si vous voulez, les problématiques, les vraies, elles ne se périment pas. Et que dit Cuvier, justement? Eh bien, alors Cuvier avait remarqué, beaucoup de gens avaient remarqué que dans les sites archéologiques égyptiens ou les pyramides, il y a des animaux momifiés, donc qui ont des milliers d'années. Donc on trouve des ibis, des crocodiles, des chiens, des chats, etc. Ils sont absolument comme les crocodiles, les chiens et les chats contemporains. Et d'où la réaction du Cuvier qui dit mais on n'a pas le droit, si vous voulez, d'extrapoler au-delà de ce qu'on a observé. Hein, c'est ce qui est le point important. Et donc suivant. Donc ce qui compte, c'est si on observe une variation sur 500 ans, par exemple, on peut dire que si ça dure 1000 ans, la variation sera double. Mais si on n'observe pas de variation, on ne peut pas dire si ça dure 100 millions d'années, ça va être terrible. Ouais, c'est absolument anti-scientifique. Alors pourquoi c'est anti-scientifique? C'est parce que toute la géologie actuelle, enfin celle qu'on enseigne, est basée sur ce qu'on appelle l'actualisme. Le fait que pour être scientifique, il faut faire appel aux causes contemporaines. Alors aujourd'hui, les paysages se transforment. Non, ils se transforment sous l'action d'un certain nombre de causes comme la pluie, le gel, l'érosion. La question est de savoir, est-ce que ces causes actuelles sont les causes créatrices des paysages ou est-ce que ce sont les causes transformatrices de paysages qui ont été créés autrement? Et donc il y a eu, et il y a toujours dans la géologie deux écoles. L'école actualiste qui dit si on prend en compte des causes qui ne sont pas les causes actuelles, alors en termes clairs, ça veut dire si on prend en compte le déluge, on n'est plus dans la science, parce qu'on n'est pas dans l'observer. Et puis, il y a l'école catastrophiste, si vous voulez, qui est plus ancienne que l'école actualiste et qui aujourd'hui retrouve pas mal de couleurs, qui consiste à dire ce qu'on constate n'est pas explicable par les causes qui agissent aujourd'hui. Et donc, pour expliquer les paysages, eh bien, il faut faire appel à des causes catastrophistes, qui peuvent être vulcaniennes ou diluviennes, mais qui ne sont pas les causes observées. Alors, c'est une question fondamentale. Hein, alors peut-être, vous voyez, ce que dit Cuvier, c'est le fil des opérations est rompu. C'est-à-dire qu'il y a eu dans le passé des événements qu'on ne constate plus aujourd'hui. La marche de la nature est changée et aucun des agents qu'elle emploie aujourd'hui ne lui aurait suffi pour produire ses anciens ouvrages. Mais, vous voyez, là, on est dans l'interprétation. Donc il y a les faits de la géologie, on peut interpréter ces faits comme l'action de petits phénomènes minimes, mais durant pendant de grandes durées, ou par l'action ponctuelle, à certains moments clés de l'histoire des paysages, de causes majeures, cataclysmiques et catastrophiques. Donc c'est bien une question d'interprétation, et il est très facile de trancher. Alors, le temps passe, on va tout de suite passer à une image. Donc ça, c'est des strates. Et vous savez que la géologie actualiste a adopté le principe de superposition. Alors, le principe de superposition, c'est ce qui se passe quand on empile des papiers sur le bureau.
Hein, le papier qui est au-dessus de la pile, est arrivé en dernier. Et c'est tellement évident que quand on a vu les strates, on a appliqué ce principe, et pendant plus de 2 siècles, aucun géologue n'a eu l'idée de vérifier si c'était vrai. Suivant. Et un Français qui n'était pas géologue, Guy Berthaud, qui est d'ailleurs le vice-président du CEP, a eu l'idée de vérifier ce qui se passe quand on fait descendre dans l'eau des gros grains et des petits grains. Enfin, autrement dit, il a pris du sable de Fontainebleau. Alors, suivant. Donc, vous avez un échantillon de sable à droite. Cet échantillon a été broyé et les grains ont été ont été colorés, les gros grains en noir, enfin en bleu en fait, et les petits grains sont restés. Et quand on les fait se descendre dans l'eau, il y a un phénomène que les ménagères connaissent bien, c'est que les cailloux tombent et les poussières volent. C'est-à-dire que la vitesse de descente dans un fluide dépend de la taille des grains, ce qu'on appelle la granulométrie, et les petits grains descendent moins vite que les gros grains. Si bien que même avec un mélange homogène en haut, avant la déposition, eh bien, on a en bas une alternance de couches avec des gros grains, avec des petits grains, des gros grains, des petits grains, etc. Et donc la stratification régulière, mais souvent au dixième de millimètre près, que l'on trouve sur des mètres de haut dans les couches sédimentaires, est la preuve de la simultanéité du dépôt. C'est exactement le contraire du principe de superposition. Alors ça, c'était une découverte extraordinaire qui demandait à être validée. Alors, il y a eu un premier compte-rendu à l'Académie des sciences, et puis après, ces expériences que Guy Berthaud avait faites lui-même ont été reproduites à l'Institut d'hydrologie de Marseille. Alors, vous avez justement là quelque chose qui l'avait mis sur la piste, hein, puisque c'est une inondation qui s'est produite aux États-Unis, en amont d'une rivière qui s'appelle Bijou Creek, et l'inondation a duré 3 jours. Et il s'est déposé en 3 jours 4 mètres de sédiments. Alors vous voyez que dans ces sédiments qui se sont déposés en 3 jours, vous avez des couches horizontales stratifiées, vous avez des couches en oblique, très épaisses. Autrement dit, vous avez des phénomènes qui ressemblent tout à fait à ce qu'on trouve dans les roches sédimentaires un peu partout, mais qui n'ont pas du tout demandé des millions d'années pour se reproduire. Alors, après avoir refait ces expériences à plus grande échelle à l'Institut d'hydrologie de Marseille, Guy Berthaud est allé à l'Université du Colorado, aux États-Unis, pour regarder ce qui se passait dans les courants horizontaux. Parce qu'en pratique, les sédiments, évidemment, ne tombent pas du ciel. Les sédiments, avant de se déposer, sont transportés par des courants horizontaux. Et l'Université du Colorado disposait de canaux très importants, je crois que le plus long fait 40 mètres de long, dans lequel on peut faire circuler de l'eau chargée, et puis on regarde ce qui se passe. Suivant. Alors, ce qui se passe, c'est la progradation des sédiments vers le large, c'est-à-dire que, vous voyez, les gros grains et les petits grains n'avancent pas tous à la même vitesse, et ils se forment au fil du courant, si vous voulez, une sorte de talus. C'est un petit peu comme si vous avez un camion benne qui viderait à peu près le même contenu pour former un remblai. Donc vous avez les corps lourds, les gros cailloux, etc., qui vont tomber en bas, et puis vous avez les boîtes de conserve, les trucs légers, qui vont rester en haut. Et donc, au fur et à mesure que le camion benne se vide, il y a progradation du dépôt, mais vous voyez que ce qui est en haut n'est pas plus récent que ce qui est en bas. En fait, c'est la simultanéité, elle est en biais,
Et c'est la façon dont, sans doute, la majorité des dépôts sédimentaires a dû se produire. Alors, le problème est le suivant. Si le principe de superposition est invalidé, ça veut dire que toutes les chronologies géologiques utilisées actuellement sont invalidées, parce que toutes ces chronologies sont fondées sur le principe de superposition. Et il y a un autre aspect, c'est que des roches sédimentaires peuvent se former de façon très rapide dans des conditions particulières. Alors vous avez à l'écran un moulinet de pêche trouvé en 1980 par un Américain qui s'appelait Don Jones dans une rivière du Tennessee, la Tellico. Alors, ce brevet, il est incrusté dans la roche. Alors évidemment, Don Jones avait bien conscience que c'était intéressant comme fait, un fait intéressant. Donc il a découpé, il a pris une photo in situ avec l'eau en arrière-fond, il a découpé la roche et puis il s'est présenté dans une université du Tennessee, au département de géologie. Et là on a dit, mais oui, c'est de la phyllite. Autrement dit, c'est une roche extrêmement bien connue, la phyllite, et la phyllite c'est entre 300 et 400 millions d'années. Alors le problème c'est que la phyllite c'est 300 à 400 millions d'années, très bien, mais le brevet du moulinet de pêche aux États-Unis, il a été déposé en 1898. Et il est très difficile de croire que le moulinet a pu se rentrer comme ça dans la roche qui était déjà là depuis 300 millions d'années. Enfin, bon. Donc, alors ça, c'est ce qu'on appelle un fait polémique. C'est un fait qui est absolument incompatible avec ce qu'on enseigne sur l'origine des phyllites. Et un seul fait de ce genre, à lui tout seul, invalide ce qu'on enseigne. Alors ce qui se passe, c'est qu'en réalité, alors ça a été analysé par Madame Alain-Servec, il y a un article d'un vieux numéro du CEP d'ailleurs sur le sujet, où elle dit que les cendrées volcaniques, donc, qui se déposent à une certaine température dans l'eau, peuvent, d'une certaine façon, alors je ne dis pas cristalliser, mais peuvent se transformer en roche en quelques jours. Donc ce n'est pas du tout absurde de penser, c'est même tout à fait conforme à des expériences qui sont faites en laboratoire, de la fabrication de phyllites en quelques jours, dans des conditions, évidemment, où il faut le matériau voulu et les conditions de formation voulues. Un petit peu comme dans les années 30 à la Sorbonne, Fiat avait fabriqué du granit. Alors ça lui prenait une bonne semaine, mais alors il fallait 900 degrés, 200 bars de pression, donc des conditions qu'on ne trouve pas tous les jours, mais qui se trouvent sous nos pieds à une certaine profondeur, si vous voulez. Donc l'idée que les roches se sont formées et ont eu besoin de millions d'années pour se former, cette idée n'est plus défendable. Et quand même un autre cas intéressant, donc ça, vous voyez, c'est le moulinet tel qu'il est arrivé à l'université du Tennessee, suivant, et nous arrivons maintenant à un fait extrêmement intéressant, c'est la présence de tissus mous dans les os de dinosaures. Alors, c'est comme le moulinet de pêche, si vous voulez. Les dinosaures sont censés avoir disparu il y a 70 millions d'années. Enfin, au moins 60 millions d'années. Alors, on analyse, alors dans certains de ces autres dinosaures, si vous voulez, on est capable d'analyser des tissus mous. Les tissus mous, c'est des tissus qui sont élastiques, sur lesquels on peut appuyer, autrement dit, qui sont des tissus organiques. Alors la théorie des fossiles, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'organique s'était transformé en minéral, en roche dure. Il n'y a pas de roche minérale élastique, c'est pas possible. Alors, donc vous voyez ici un vaisseau sanguin de Tyrannosaurus rex. Alors ça a été publié dans des revues scientifiques américaines. C'est Mary Schweitzer, l'américaine, qui a travaillé en premier là-dessus.
Alors, il y a deux interprétations possibles. Alors, le fait est là. Hein. D'ailleurs, le fait, on va le compléter par quelques... Vous voyez, là, on voit les... c'est tissu mou. Hein. Donc, on peut, sur l'image de gauche, on voit qu'on peut tirer sur le petit joint entre les deux blocs rouges parce qu'il est élastique. Et tout ça, ça a été trouvé dans un os de dinosaure. Voilà, suivant. Donc voilà le fémur de Triceratops hein, qui a été utilisé. Vous avez, suivant, la façon dont on essaye de prélever les échantillons pour éviter toute pollution. Parce qu'évidemment, quand on trouve du carbone 14 dans un os de dinosaure, on voit tout de suite quelque part il y a un problème. Parce que le carbone 14, c'est maximum 40 000, 50 000 ans de possibilité de datation. Et le dinosaure, c'est minimum 60 millions d'années. Donc c'est quelque part, ça colle pas. Suivant. Donc vous voyez, là, selon les... Donc on donne les résultats de radiocarbone dans les deux endroits de l'os de dinosaure. Alors, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que ça peut prouver deux choses. Alors, il y a deux interprétations possibles. Il y a une interprétation qui consiste à dire, oui, cet os a 60 millions d'années, mais il est extrêmement bien conservé. Donc ça, c'est la solution qu'a adaptée Marie Schweitzer, et elle est toujours en poste à l'université. Et puis, il y a une autre solution qui consiste à dire, peut-être que ce n'est pas 60 millions d'années, peut-être que c'est le radiocarbone, qui est une méthode bien connue, bien rodée, qui est le vrai, et que donc les dinosaures sont contemporains de l'homme. Hein? Mais évidemment, là, ça porte à conséquence, si vous voulez. Là, on touche la vision du monde, hein, c'est-à-dire que ça revient à dire, hein, mais je ne ferai pas une conférence là-dessus, en fait, les dinosaures, c'est ce qu'on appelait avant les dragons. D'ailleurs, dans le livre de Job, on parle du Béhémoth et du Léviathan, et quand vous lisez la description du Béhémoth, on vous dit sa queue balaye les cèdres du Liban. Enfin, donc, qu'est-ce qu'un dragon? C'est un gros animal avec un long cou, une longue queue, une petite tête et des écailles, et qu'on ne peut pas détruire par les armes habituelles parce que les flèches ne rentrent pas. Bon, ça ne sert à rien de lui envoyer des cailloux au-dessus. Donc c'est un animal effrayant dont l'humanité a fini par se débarrasser d'ailleurs. Suivant. Donc vous voyez, ça c'est d'autres photos de... Alors on voit bien que ça ressemble tout à fait à des os, si vous voulez. C'est... le type... dans l'image précédente, on voyait un petit peu le côté spongieux de la constitution osseuse. Et puis là, on voit que c'est pas complètement minéralisé, tu vois. Voilà, et ça c'est alors ces résultats ont été présentés par une organisation qui s'appelle le Paléo Group, organisation à laquelle 2 membres du CEP d'ailleurs ont participé et qui a pu présenter ces résultats sur une dizaine d'os de dinosaures à un congrès international à Singapour. Parce qu'ils avaient, au départ, ils avaient voulu le présenter à Seattle, aux États-Unis, et puis ils n'ont pas pu présenter en séance publique, ils ont pu mettre leur poster, mais donc ça n'a jamais été publié. Alors qu'à Singapour, bon, c'était dans les présentations officielles du congrès scientifique. Voilà, donc ça c'est juste une petite image, c'est ce qu'on appelle un fossile polystrate. Alors il est évident que si on croit aux millions d'années, les strates en bas et les strates en haut n'ont pas du tout le même âge, comment se fait-il que cet arbre ne se soit pas décomposé entre les millions d'années du bas et les millions d'années du haut. Donc on voit bien que l'arbre s'est fossilisé parce qu'il a été enfoui
de façon cataclysmique dans un événement cataclysmique dont on peut imaginer, bon, enfin pour certains, que c'est ce qu'on appelait classiquement le déluge. Alors là, et ça sera le dernier fait sur lequel je m'étendrai, mais qui est très intéressant parce que très facile à comprendre et très récent. Bon, c'est ce qu'on appelle un nodule, les nodules de ferromanganèse. Alors vous savez, il y a dans l'eau, il y a des petites concentrations de fer et de manganèse dans l'eau de mer, enfin dans l'eau de rivière d'ailleurs. Et ce fer et ce manganèse sont capables de s'agglutiner sur un bout de quelque chose. C'est-à-dire que un petit peu comme si vous mettez un peu de glace dans de l'eau qui est juste à 0 degré, vous avez tout de suite un glaçon qui va grossir. Donc il faut une amorce, et puis sur cette amorce, alors souvent l'amorce c'est un bout de coquillage qui est dans l'océan, et puis il se forme un nodule qui fait de l'ordre de 20 voire 30 cm de diamètre. Alors c'est très important parce qu'il y en a des tonnages gigantesques dans certaines parties de l'océan, et c'est un minerai très pur, facile à exploiter, donc très intéressant sur le plan économique. Et donc dans la Baltique, on a trouvé un nodule dont l'amorce avait été faite par une capsule de bière. Et en plus, on a réussi, alors je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi, suivant, à identifier la marque de bière qui avait servi à la capsule. C'est la bière Karjala, alors que Karjala, ça veut dire la Carélie. C'est une marque connue parce que la capsule représente un sabre qui se croise avec une épée. En fait, c'est le sabre russe et l'épée finlandaise, donc c'est une évocation des relations parfois tumultueuses qu'il y a eu historiquement entre la Finlande et la Russie. Et ce qui est sûr, c'est que la bière Karjala a été fondée en 1932. Et les datations radioactives et toutes les datations géologiques des nodules disent qu'ils ont entre 300 000 et 1 million d'années. Alors, voilà, ça c'est le fait. Alors, il y a deux interprétations. Il y a une interprétation, je dirais, actualiste, qui consiste à dire, bien, il y a 500 millions d'années à peu près, en Baltique, il y a une civilisation qui avait inventé la bière et qui a, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, ils ont eu l'idée saugrenue de faire de la bière et avec des capsules Karjala. C'est peu vraisemblable, mais comme ça fait longtemps, depuis 500 millions d'années, il y a eu tellement de civilisations qui se sont succédées que, après tout, pourquoi pas. Donc ça, c'est la première interprétation. Puis la deuxième interprétation, ça consiste à dire ce nodule n'a peut-être que 50 ans. Alors ça, c'est très important, parce que d'une part, c'est vérifiable, et d'autre part, ça veut dire que les minerais marins de ce type sont une ressource renouvelable. Donc il y a un enjeu économique gigantesque derrière la question. Vous voyez, quand on dit l'effet d'interprétation des faits, c'est des questions tout à fait majeures. Bon, en ce qui me concerne, je n'ai aucun doute que c'est la bonne interprétation, c'est la seconde. C'est que la bière Karjala, elle n'a jamais existé avant 1932. Et nous arrivons à la conclusion. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, si vous voulez, c'est que les faits étaient absolument incompatibles avec l'ensemble des présupposés de la théorie évolutionniste. Or, la science est normalement fondée sur les faits et l'évolution se présente comme une science. Donc, pourquoi ce recul devant les faits? La science, ça devrait être la subordination aux faits. Et on a vu sur un grand nombre d'exemples que, au contraire, c'était le recul devant les faits. Autrement dit, pourquoi s'obstiner dans la croyance à un phénomène qu'on n'a jamais constaté, et que deux professeurs de Harvard admettent comme n'ayant jamais été constaté.
Et comment une telle croyance a-t-elle été crue par la moitié de nos contemporains? La réponse n'est pas de l'ordre de la science. Alors Jean Rostand, qui était évolutionniste, alors Jean Rostand, il était président de la société, enfin de la libre pensée en France. Donc c'était un anticlérical, mais quelqu'un de savant. Il était d'ailleurs membre de l'Académie des sciences et de l'Académie française. Et sur cette évolution qu'il acceptait, parce qu'il ne voyait pas comment il pouvait ne pas l'accepter, compte tenu de ses convictions, mais il avait dit ce sont des contes de fées pour grandes personnes. C'est dans le Figaro littéraire en 1958. Et c'est la véritable explication. C'est l'explication de la croyance dans la science, chez les scientifiques, évidemment, elle n'est pas donnée par la science. Et il y a un Américain, Lewontin, qui va même beaucoup plus loin dans son interprétation, donc suivante. Voilà. Ah oui, non, voilà, c'est ça. Donc, notre empressement, alors cette citation est vraiment très intéressante parce que, alors c'est un grand prof de l'université américaine, il a été pendant 25 ans titulaire de la chaire de biologie à Harvard. Donc c'est pas l'homme de la rue qui s'exprime là, c'est vraiment quelqu'un qui a été un homme important. En plus, c'est lui qui a développé les bases mathématiques de la génétique des populations, etc. Bon, par contre, il était anticlérical. Et donc, il admet très bien que l'évolution n'est pas scientifique, ne correspond pas aux faits, ne correspond pas aux réalités, et donc, mais il essaye de répondre à la question. Il dit, notre empressement à accepter des affirmations scientifiques contraires au bon sens. Donc il reconnaît que c'est contraire au bon sens. Mais c'est la clé pour comprendre la véritable lutte entre la science et le surnaturel. Nous prenons le parti de la science malgré l'absurdité évidente de certaines de ses constructions, malgré son échec à remplir nombre de ses extravagantes promesses de santé et de vie, malgré l'intolérance de la communauté scientifique pour des théories approximatives et non fondées. Parce que nous avons un engagement prioritaire, un engagement envers le matérialisme, exactement comme Darwin. Non pas parce que les méthodes et les institutions de la science nous obligent à accepter une explication matérialiste du monde, mais au contraire parce que nous sommes forcés par notre adhésion a priori aux causes matérielles à créer un appareil d'expérimentation et une série de concepts qui produisent des explications matérielles, même si elles vont contre notre intuition et choquent le non-initié. En outre, ce matérialisme est un absolu, car nous ne pouvons pas admettre qu'un pied divin puisse se glisser dans la porte. Donc c'est très, très, très clair, on comprend à quoi on joue, et on comprend pourquoi des gens aussi intelligents que Lewontin s'obstinent à affirmer une théorie évolutionniste dont ils savent pertinemment qu'elle ne correspond pas aux faits. Donc, alors, comment discerner entre la science véridique soumise au réel et ouverte à la constitution et à l'animation divine de l'univers et la science idéologisée asservie aux manœuvres du prince de ce monde? Tout arbre, nous le savons de source sûre, peut et doit être jugé à ses fruits. La science évolutionniste fut le carburant et l'accélérateur de tous les choix calamiteux dont souffrent nos sociétés. Matérialisme, libéralisme, socialisme, économisme, épicurisme, etc. Pourquoi? Parce qu'en prétendant expliquer l'origine des êtres vivants, elle nous fait oublier le fait majeur. Le fait majeur, c'est notre statut de créature. Elle couvre sous le manteau du hasard organisateur la merveilleuse intelligence qui peut seule rendre compte de la finalité évidente dans l'anatomie et dans la fonctionnalité de chaque organe et de chaque espèce particulière. Alors que conclure, sinon
la nécessité de nous débarrasser du mythe évolutionniste, et ça peut prendre des années, pour chacun de nous, je veux dire. De l'évacuer de tous les replis de nos pensées et de nous ouvrir sans duplicité à la seule véridique vision du monde, celle qui nous est révélée par les psaumes du roi prophète. Et je terminerai par cette situation de Sermonti. Donc Sermonti, c'est un biologiste italien, il a été longtemps le président de la revue italienne de biologie, mais il fait partie de ceux justement qui ont pris du recul par rapport à l'évolutionnisme et qui a compris que c'était un conditionnement. Et il dit qui s'est libéré du pesant conditionnement de l'évolutionnisme. Donc après, une fois qu'il s'est libéré, éprouve un sens de sereine réalité. Ben, la réalité, c'est les faits. Cet état de caractère transitoire, provisoire, inaccompli, qui obsède tout le monde de l'évolution, se transforme en un grand repos en face de la dignité de nouveau acquise des formes. Des formes, alors évidemment, c'est un mot, on peut dire c'est un mot un peu savant, mais ça veut dire des idées que Dieu a quand il crée une espèce. Ce qui est prodigieusement satisfaisant dans la vision chrétienne du monde, c'est que tout a un sens, puisque tout ce qui existe, toute espèce qui existe répond à une idée divine, et tout être vivant, à l'intérieur d'une espèce, tout individu, donc chacun de nous répond à un projet. Donc rien n'est dû au hasard, rien n'est là par hasard, tout répond à un projet, évidemment le projet d'une intelligence supérieure. Et, ajoute Sermonti, on n'est plus troublé par le cauchemar d'être laissé en arrière de l'existence, de devoir poursuivre l'avenir. Eh bien, je vous souhaite à tous de vous débarrasser du mythe évolutionniste.